Naturopathie, constituant alimentaire, suite du cours 103. Les protides. Merci le chat pour les cochettes. Les protides, dans une molécule de glucides, on trouve trois types d'atomes. Carbone, hydrogène et oxygène. Dans une molécule de lipides, on trouve également ces mêmes trois types d'atomes. Ce qui distingue la molécule d'une protéine par rapport à un glucide ou à un lipide, c'est la présence, en plus des trois atomes précédemment mentionnés, d'un atome d'azote. Parfois, la molécule de protéine contient en plus un atome de soufre, de phosphore ou de fer. Les molécules de protéines sont plus complexes que les molécules de glucides ou de lipides. En fait, les protéines sont constituées d'unités plus simples qu'on appelle des acides aminés. Elles forment donc de longues chaînes d'acides aminés. Lors de la digestion des protéines, ces dernières sont scindées en acides aminés. L'organisme assimile donc les protéines sous forme d'acides aminés. Il existerait 22 acides aminés différents. 9 de ces acides aminés sont dits essentiels. Les 13 autres sont non essentiels. En principe, les acides essentiels doivent être présents dans une protéine en quantité suffisante pour qu'on puisse parler de protéines complètes. Dans le cas contraire, on parle de protéines incomplètes. Ces notions de protéines complètes est essentiellement théorique. En pratique, on en tient de moins en moins compte. Les aliments qu'on considérait comme jadis apportant des protéines incomplètes sont maintenant considérés comme pouvant répondre parfaitement bien aux besoins en protéines de l'organisme. Le soja, par exemple, est maintenant considéré comme une protéine complète, alors que jadis il ne l'était pas. Ce sont les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology qui ont montré que le soya ou le soja peut être utilisé comme seule source de protéines sans que l'organisme présente une carence en ce constituant alimentaire. Nos besoins en protéines. D'une façon générale, les besoins en protéines de l'organisme ont été largement exagérés. En fait, nous avons besoin de moins de protéines que l'on croit, généralement. Dans son livre Manger pour manger, le docteur Robert Haas écrit ceci. Beaucoup d'athlètes, même des pros, consomment chaque jour 4 à 8 fois plus de protéines que nécessaire. Vous avez besoin de 40 à 80 grammes de protéines par jour seulement. Selon les recherches du docteur Ragnar Berg, le célèbre nutritionniste suédois, un apport de 30 grammes de protéines par jour répond amplement à nos besoins. De son côté, le docteur Siven, un scientifique finlandais, arrive exactement à la même conclusion en confirmant que 30 grammes de protéines par jour suffisent à nos besoins. Pour sa part, le docteur D.M. Eckstedt, ex-chercheur de l'université Harvard, a montré qu'un apport de 27 grammes de protéines par jour convient bien à l'individu moyen. Mais ce sont les travaux du docteur William C. Rose qui sont les plus étonnants à ce sujet. Ce chercheur a montré qu'un apport seulement de 20 grammes de protéines par jour suffit pour répondre à nos besoins. Selon les travaux du docteur Elmer, un chercheur allemand, des athlètes ont pu améliorer leur performance en réduisant leur apport à 50 grammes de protéines de source végétale par jour, alors qu'ils étaient de 100 grammes de protéines de source animale. Pour sa part, le docteur Kura Tsune, un chercheur japonais, a montré qu'un apport de 25 à 30 grammes de protéines par jour est suffisant. Comme on peut le voir, de nombreuses recherches montrent très clairement que nos besoins en protéines ont été largement exagérés. L'organisme s'accommode facilement d'une petite quantité de protéines par jour. À ce sujet, certains individus avancent que le corps humain peut possiblement fabriquer une partie de ces protéines à partir de l'azote qui se trouve dans l'air que nous respirons. Des travaux ont en effet montré que l'organisme retient une partie de l'azote inspiré. Il pourrait utiliser cette substance pour synthétiser des protéines. Les carences en protéines. Une personne qui manque de protéines pourrait présenter les signes suivants. Un sang de couleur pâle, un manque de tonus musculaire accompagné d'une atrophie musculaire, de l'hypotension artérielle,
une fatigue et un manque de résistance aux infections, et un retard de croissance chez les enfants. De tous ces signes, le plus déterminant demeure le manque de tonus musculaire et l'atrophie musculaire. Ceci est vrai surtout dans les cas où il y a sollicitation suffisante de la musculature. Le recours à ce qu'on appelle le bilan azoté, c'est-à-dire mesurer globalement l'apport et l'élimination de l'azote, peut être trompeur et n'indique pas nécessairement une carence en protéines. Une personne peut avoir un bilan azoté négatif, des pertes plus grandes que l'apport, sans pour autant manquer de protéines. Un tel manque doit nécessairement impliquer un manque de tonus musculaire accompagné d'une atrophie musculaire. Les vitamines. On peut subdiviser les vitamines en deux grandes catégories. Les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Comme ces termes l'indiquent, certaines vitamines sont solubles dans l'eau, vitamine B et vitamine C, alors que d'autres vitamines sont solubles dans les corps gras, vitamine A, D, E et K. Les vitamines du complexe B agissent en synergie. Les effets d'une de ces vitamines sont toujours renforcés par la présence des autres vitamines dans ce même groupe. De plus, une carence en une de ces vitamines B est plus facilement comblée si elle est associée aux autres vitamines B. Les vitamines hydrosolubles ne peuvent pas s'emmagasiner dans l'organisme. Tout excès est notamment éliminé dans l'urine. Les vitamines liposolubles peuvent être stockées dans l'organisme. Alors qu'il faut renouveler régulièrement les vitamines hydrosolubles, ce n'est pas nécessairement le cas pour les vitamines liposolubles. Par exemple, on peut mettre la vitamine A en réserve et éventuellement l'utiliser ultérieurement. Les vitamines peuvent aussi être classifiées en deux autres catégories, les vitamines naturelles et les vitamines synthétiques. Les premières sont celles que l'on trouve dans les aliments ou à partir de l'ensoleillement, dans le cas de la vitamine D, alors que les secondes sont celles qu'on peut fabriquer en laboratoire ou industriellement. Il va sans dire que l'approche hygienomiste préconise, à chaque fois que c'est possible, le recours aux vitamines naturelles. Dans le cas des vitamines synthétiques, elles constituent parfois cependant d'assez bonnes imitations de vitamines naturelles. C'est le cas notamment des vitamines hydrosolubles. Lorsqu'on veut consommer ces vitamines en quantité appréciable, on doit se tourner vers leur forme synthétique. Le cas de la vitamine E. Dans certains cas, cependant, les vitamines naturelles doivent être préférées aux vitamines synthétiques. C'est le cas en particulier pour la vitamine E. La forme naturelle de cette vitamine est plus performante et plus utile à l'organisme que la forme synthétique. Dans les deux cas, cependant, il est possible d'obtenir les mêmes concentrations. Pour ces raisons, on choisira toujours la forme naturelle de la vitamine E. Sur l'étiquette des suppléments de vitamine E, la forme naturelle de cette vitamine porte la mention de D-alpha, alors que la forme synthétique porte la mention de DL-alpha. Ceci signifie que la vitamine E naturelle dévie le plan de polarisation de la lumière vers la droite. La lettre D vient du latin dexter pour droite, alors que la vitamine E synthétique dévie ce plan de polarisation de la lumière à la fois vers la droite et vers la gauche. La lettre D pour droite et 1 provenant du latin laevus pour la gauche. Si la vitamine E naturelle ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière de la même façon que la vitamine E synthétique, c'est que les deux molécules ne sont pas identiques. Bien qu'on y trouve les mêmes atomes, dans les mêmes quantités, ces atomes ne sont pas placés exactement de la même manière sur la molécule. L'organisme peut faire la différence entre la configuration de la vitamine E naturelle et celle de la vitamine E synthétique. Par convention, on a établi qu'un milligramme de vitamine E synthétique, DL-alpha, tocophéryl acétate, correspond à une unité internationale. La même quantité de vitamine E naturelle donne entre 1,21 et 1,49 unités internationales. La différence dépend de la forme de la vitamine E. S'il s'agit de tocophérol, la forme alcool normale, c'est 1,49
UI. S'il s'agit d'un tocophéryl succinate, une vitamine E sous forme de poudre, c'est 1,21 UI. La vitamine E naturelle est donc nettement plus active biologiquement. De plus, des recherches ont montré que l'organisme la conserve plus longtemps dans ses tissus. Le cas de la vitamine A. On mentionne souvent que la vitamine A peut être toxique. Ceci n'est vrai que si on en consomme d'énormes quantités pendant longtemps. Les quantités que l'on trouve dans les suppléments alimentaires ne sont pas suffisantes pour provoquer une telle toxicité. En effet, la quantité maximale de vitamine A qu'on peut trouver sur le marché est de 10 000 unités internationales par gélule. On peut prendre une gélule par jour sur une base permanente sans le moindre inconvénient. Mais il existe une autre forme de vitamine A qui convient mieux à l'organisme et qui ne présente aucune toxicité, quelle que soit la quantité consommée. Il s'agit de la provitamine A que l'on trouve sous forme de bêta-carotène. L'organisme assimile ce caroténoïde que l'on trouve entre autres dans les fruits et les légumes de couleur orangée et le transforme en vitamine A en fonction de ses besoins. Si l'organisme n'a pas besoin de vitamine A, le bêta-carotène est tout simplement stocké dans l'organisme, notamment dans la peau et les muqueuses. Le bêta-carotène peut être ensuite mobilisé pour la production de vitamine A. La provitamine A est donc la meilleure forme disponible pour s'assurer de ne jamais manquer de vitamine A. Comme il existe deux formes de bêta-carotène, une forme synthétique et une forme naturelle, c'est cette dernière qu'il faut choisir. La forme naturelle de bêta-carotène provient généralement de l'algue Dinaleia salina. C'est cette source qu'il faut rechercher. Les minéraux et les oligoéléments. Les minéraux peuvent être classifiés en deux catégories, les minéraux comme tels et les oligoéléments. Les minéraux sont les éléments que l'on trouve dans l'organisme en quantité appréciable. À ce titre, le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, le phosphore, le chlore et le soufre sont des minéraux. Les oligoéléments sont des minéraux que l'on trouve en petite quantité dans l'organisme. C'est le cas notamment du zinc, de l'iode, du cuivre, du manganèse, du chrome, du sélénium, du molybdène et du cobalt. Certains minéraux que l'on trouve en petite quantité dans l'organisme, mais pas sous forme de traces, sont parfois classifiés dans la catégorie des minéraux ou dans celle des oligoéléments. Le fer, par exemple, peut être classifié dans l'une ou l'autre des deux catégories selon l'inspiration de chacun. À vrai dire, puisque l'organisme d'un individu de poids moyen renferme 2,8 g de fer, ce minéral devrait être classifié dans la catégorie des minéraux. Les minéraux organiques et inorganiques. Dans la nature, les minéraux et les oligoéléments se présentent sous deux formes, la forme organique et la forme inorganique. La première est celle qui se rapporte à la matière vivante, c'est-à-dire dans les végétaux, dans les sous-produits animaux et les produits animaux. La deuxième se trouve essentiellement dans la matière minéralogique. Les minéraux organiques appartiennent donc à la vie, alors que les minéraux inorganiques appartiennent à la matière inerte. Les minéraux organiques se présentent sous forme plus complexe. Les minéraux inorganiques sont plus simples. Ce sont ceux qu'on peut identifier à travers diverses formes de roches. La nature a voulu que les êtres du règne animal comptent sur les minéraux organiques pour se nourrir. De leur côté, les végétaux comptent sur les minéraux inorganiques pour se nourrir. En fait, les végétaux puisent dans le sol, à l'aide de leurs racines, les minéraux inorganiques dissous dans l'eau. Les végétaux puisent dans le sol les minéraux inorganiques dont ils ont besoin. Les êtres du règne animal, ce qui inclut l'être humain, puisent directement ou indirectement dans les végétaux pour y trouver les minéraux organiques dont ils ont besoin. Le lion, en tant que carnivore, se nourrit notamment de gazelles, mais celles-ci se nourrissent de végétaux. Sans végétaux, il n'y aurait pas de gazelles. Le lion alors ne pourrait pas se nourrir.
C'est en ce sens que l'on dit du lion qu'il se nourrit indirectement de végétaux. Éventuellement, les végétaux et les animaux retournent au sol les minéraux qu'ils ont empruntés durant la durée de leur vie. Leur matière retourne, tôt ou tard, au sol où elle est décomposée par l'action microbienne. Cette matière organique retrouve alors sa forme inorganique. C'est ainsi que la nature a prévu le recyclage de ces minéraux. Comment identifier les minéraux organiques et inorganiques ? Les minéraux et les oligo-éléments se présentent généralement sous la forme de sel. Il est alors possible de distinguer assez facilement les minéraux organiques et les minéraux inorganiques. Pour y arriver, il faut avoir au départ une certaine connaissance du tableau de la classification périodique des éléments. On trouve notamment ce tableau dans tous les dictionnaires. Les éléments minéralogiques y sont classifiés selon un ordre particulier. Lorsqu'on peut identifier les minéraux et les oligo-éléments qu'on trouve dans le corps humain, il devient possible de faire la distinction entre les minéraux organiques et les minéraux inorganiques. Les minéraux inorganiques comportent deux noms d'éléments simples. Ainsi, c'est le cas du carbone de calcium. Le nom de ce sel comprend ces deux éléments simples, le carbone et le calcium. Évidemment, il faut savoir que carbonate fait référence à carbone. Prenons un autre exemple, le sulfate de fer. Ce sel comprend deux éléments simples, le soufre et le fer. Il faut cependant savoir que sulfate fait référence au soufre. Voici d'autres exemples de minéraux inorganiques, phosphate de magnésium, iodure de potassium et fluorure de sodium. Dans tous ces cas, on rencontre deux éléments simples. Dans le cas des minéraux organiques, la situation est différente. Les sels qui s'y rattachent comportent des termes qui ne font pas référence à des éléments simples, mais à un seul. Ainsi, l'expression citrate de calcium représente un sel organique. Le mot citrate ne se retrouve pas dans le tableau de classification périodique des éléments. Il n'y a pas d'élément qui s'appelle le citrium ou quelque chose de semblable. Le mot citrate fait référence à un acide organique, l'acide citrique. Par conséquent, le citrate de calcium est un sel de calcium de l'acide citrique. Il s'agit bel et bien d'un sel organique. Voici d'autres exemples de minéraux organiques. Le gluconate de fer, le lactate de calcium, le glucophénolate de magnésium, l'ascorbate de calcium, le fumarate de fer et le citrate de zinc. À ces sources organiques de minéraux, il faut ajouter les minéraux chelatés à un acide aminé, par exemple le chélate de magnésium. Lorsqu'on consomme des suppléments de minéraux ou un supplément de vitamines et de minéraux multiples, il convient de s'assurer de choisir un produit qui contient des minéraux organiques. Ce sont ces minéraux qui conviennent bien à l'organisme. Ils s'absorbent facilement et sont bien assimilés. Les suppléments qui renferment des minéraux inorganiques, comme l'oxyde de magnésium, oxyde fait référence à l'élément oxygène, le carbonate de calcium, le sulfate de zinc ou le chlorure de potassium n'ont pas valeur de suppléments qui contiennent uniquement des minéraux et des oligo-éléments organiques. Les calories. Une calorie est la quantité d'énergie requise pour élever la température d'1 cm3 d'eau d'1 degré centigrade. Dans le cas des calories alimentaires, on utilise une mesure 1000 fois plus grande, soit le kilocalorie, abrégé KCAL. On utilise parfois aussi le joule au lieu de la calorie. Un joule est cette unité de travail qui permet le passage d'un courant d'1 ampère pendant 1 seconde à travers une résistance de 1 ohm. Dans le domaine alimentaire, on utilise le kilojoule, une mesure 1000 fois plus grande que le joule. La notion de joule est reliée aux travaux d'un physicien britannique, James Prescott, Joule, 1818-1889, à qui on doit la loi de conservation de l'énergie qui stipule que l'énergie se transforme mais ne disparaît pas. Une kilocalorie correspond à 4,184 ou plus simplement 4,2 kilojoules. Un kilojoule correspond à 0,239 kilocalories.
On peut donc facilement transformer les calories en joules et vice-versa. Plusieurs personnes font l'erreur de penser que les calories sont des substances et que les aliments renferment effectivement des calories. Il est incorrect de s'exprimer ainsi. Les aliments ne contiennent pas de calories, mais peuvent dégager des calories. 1 gramme de glucides dégage 4 kilocalories. 1 gramme de lipides dégage 9 kilocalories. Et 1 gramme de protides dégage 4 kilocalories. Comme on peut le constater, les glucides et protides dégagent exactement le même nombre de calories. Quant aux lipides, ils en dégagent plus du double. Mais avant de conclure que les lipides risquent de faire engraisser 2 fois plus que les glucides et les protides, il faut examiner une autre raison et une autre notion. L'action dynamique spécifique des aliments. Consommer un aliment et être influencé par les calories qu'il dégage n'est pas tout. La consommation d'un aliment présente un coût énergétique. Cet aliment doit être mastiqué, avalé, digéré, assimilé et désassimilé. Tous ces gestes impliquent une dépense énergétique. Le coût énergétique relié à la consommation d'un aliment doit être soustrait de l'énergie calorique qu'il procure. Le pourcentage d'action dynamique spécifique des glucides s'élève à 6%. Ceci signifie que l'organisme doit dépenser 6% de calories dégagées par un glucide avant de pouvoir tirer profit de ce constituant alimentaire. Dans le cas des lipides, le pourcentage d'action dynamique spécifique est de l'ordre de 14%. En ce qui concerne les protides, ce pourcentage est de 30%. Ceci signifie que le coût énergétique relié à la consommation d'une protéine est 5 fois plus grand que celui relié à la consommation d'un glucide. Quant aux lipides, leur coût énergétique est presque 3 fois plus grand que celui des glucides. La personne qui consomme 100 calories, bien réalisé ici qu'il est question de 100 kilocalories, provenant des glucides, s'en sort avec un profit net de 94 calories. Celle qui consomme 100 calories provenant de lipides s'en sort avec un profit net de 86 calories. Celle qui consomme 100 calories de protéines obtient un profit net de 70 calories. La déduction calorique qu'on doit enlever est très réelle et il faut absolument en tenir compte. En conclusion, on risque donc de moins engraisser si l'on consomme des protéines que des glucides. Mais cette situation est trompeuse sur le plan de la santé. Si l'action dynamique spécifique des protéines est élevée, c'est que ce constituant alimentaire réclame beaucoup d'énergie pour être assimilé et désassimilé, éliminer les substances indésirables qu'il produit dans l'organisme. Ces substances risquent d'encrasser les tissus de l'organisme. Sans une élimination parfaite, une forte consommation de protéines risque donc d'intoxiquer l'organisme. C'est sans doute pourquoi la nature a voulu que nos besoins en protéines soient relativement faibles. Consommer plus de protéines dans le but d'éviter de prendre du poids n'est donc pas une pratique souhaitable sur le plan de la santé. Les diètes amaigrissantes riches en protéines risquent de conduire à la maladie. Les enzymes. Pour bien digérer les aliments, l'organisme a besoin d'enzymes digestives. Ce sont les organes du système digestif qui produisent ces enzymes. Les glandes salivaires en produisent. C'est le cas aussi de la muqueuse stomacale et de celle de l'intestin grêle. Il ne faut pas oublier non plus les enzymes digestives provenant du pancréas. Certains aliments contiennent aussi des enzymes digestives. C'est le cas notamment de l'ananas et de la papaye. On peut aussi trouver ces enzymes sous forme de suppléments. Leur utilisation n'est pas vraiment recommandée. Si l'on fournit des enzymes à l'organisme, ce dernier risque de diminuer sa propre production enzymatique. À long terme, ce phénomène peut conduire à un affaiblissement de la capacité digestive de l'individu. Les suppléments d'enzymes digestives peuvent cependant être avantageusement utilisés dans un cas bien particulier, celui qui implique un excès alimentaire occasionnel. En pareil cas, les aliments pourront être plus facilement digérés. Mais le recours régulier aux suppléments d'enzymes digestives
n'aide pas vraiment l'organisme à long terme. On prétend dans certains milieux que plus un aliment contient d'enzymes en général, plus sa valeur est grande. La présence d'enzymes dans un végétal répond aux besoins du végétal lui-même. C'est comme dans tout ce qui est vivant. On trouve des enzymes pour entretenir la vie. Il n'est pas question ici uniquement d'enzymes digestives, mais de tous les enzymes en général. Il faut comprendre cependant que ces enzymes n'apportent rien de spécifique à l'être humain qui consomme ces végétaux. Chaque espèce produit ces enzymes spécifiques qui servent à ses propres besoins. Les enzymes des végétaux ne peuvent donc pas servir aux espèces animales. Le seul mérite qu'on puisse trouver à la présence d'enzymes dans les végétaux est l'assurance qu'on consomme un aliment bien vivant. Un végétal qui contient encore ces enzymes n'a pas subi de détérioration. Il contient donc, du même coup, plus de vitamines et d'autres substances utiles. On sait que la cuisson détruit facilement les enzymes. Ces dernières ne peuvent pas supporter les hautes températures. En fait, elles sont détruites à très faible température. Consommer une pomme crue et bien mûre est préférable au fait de consommer une pomme cuite. La valeur nutritionnelle d'un aliment cru est généralement supérieure à celle d'un aliment cuit. C'est en ce sens que l'on peut parler de valeur des enzymes dans un végétal. Ce ne sont pas les enzymes présentes dans les aliments qui comptent, mais leur signification. La présence d'enzymes témoigne que l'aliment possède encore une bonne valeur nutritionnelle. Fin de ce cours.